Bienvenue à tous à ce colloque sur l'Observatoire des personnes transgenres en prison. Quel constat et quelle perspective? Merci à vous toutes et tous d'être là, un samedi en plus, sur un sujet, on va dire, extrêmement spécifique. Donc on vous remercie d'être présents avec nous et on trouvait ça important, au-delà des échanges de la journée, de pouvoir les réutiliser, partager après. Parce que c'est quand même une première pour nous, en tout cas, de travailler. Et à ma connaissance, je ne vois pas de journée d'études ou quoi qui aurait été réalisée sur ce sujet. Comme c'est une première, ça a aussi ses défauts, ses améliorations à apporter. On évoquait ce matin de manière informelle le fait que, voilà, que les magistrats n'aient pas été invités ou d'autres. On n'a peut-être pas touché tous les secteurs qui seraient importants d'avoir autour de la table, présents dans la salle, mais on espère que c'est un début en tout cas. Voilà. Alors, nous allons voir un petit peu le programme de la journée. Il y a eu une petite modification par rapport au programme que vous avez reçu, parce que nous avons reçu une information de dernière minute que Françoise Goffinet s'excuse, elle ne pourra pas être présente. Donc, nous allons réorganiser la journée et a priori, on pourrait éventuellement terminer un peu plus tard, un peu plus tôt. Premier lapsus, ça y est, c'est fait. Et donc, nous allons examiner un peu le programme d'aujourd'hui. On va prendre du temps concernant l'Observatoire des vécus et des réalités des personnes transgenres en prison et nos débuts de collaboration, pourquoi, comment, quelles sont nos deux associations, parce que ce sont deux secteurs, deux associations où on a des spécificités bien particulières. Et on fera une petite pause vers 11h. Et donc, on a un petit peu réadapté l'horaire. Et donc, il y aura un témoignage audio de Marie Mornard, qui est une des directrices de prison ex-Berkendal. Et puis, la présentation de Tom Van Weisberg, qui est juriste à la Direction générale des établissements pénitentiaires. Et par la suite, on commencera le volet genre et prison. On va plutôt donc l'avancer avant la pause de midi. On a la chance d'avoir avec nous Olivia Nederland et Lola Gauthier qui va nous rejoindre bientôt, qui sont deux chercheuses très très engagées. Au-delà de leur titre que vous voyez là, de leur recherche, membres entre autres de commissions de surveillance pénitentiaire et au-delà. Donc je crois que ça peut vraiment nous faire avancer dans la réflexion vu le niveau des recherches. On va continuer ce programme genre et prison l'après-midi avec la présentation de Aurore Van Liefde, ici aussi présente dans la salle, qui est donc aussi chercheuse, qui travaille aussi sur ces questions de genre et prison. Donc on a hâte en tout cas de les entendre toutes les trois. Et ensuite, on a voulu ouvrir aussi la journée, parce que, comme vous le voyez, on part évidemment de notre réalité, de ce mini-observatoire qui a la chance d'exister, mais qui est quand même encore micro-projet. Et puis progressivement, on a voulu ouvrir en voyant ce qui se passe au niveau de l'administration pénitentiaire et d'avoir leur regard, puis après de voir le regard de la recherche plutôt en Belgique, et enfin d'ouvrir vraiment les perspectives en allant voir ce qui se passe dans les pays voisins, avec donc la présence de Jean-Sébastien Blanc et de Kevin Chausson, qui vont pouvoir aussi nous ouvrir un peu à d'autres réalités dans d'autres pays. Et on conclura la journée, donc comme vous le voyez, un peu plus tôt. Je pense que ça va faire de mal à personne de partir un petit peu plus tôt que prévu, un samedi. Voilà le programme bien rempli de la journée. Et aussi une information, c'est que pendant la pause de midi, vous allez pouvoir vous sustenter. On a prévu des sandwichs, donc vous pouvez aussi aller vaquer à vos occupations, aller à l'extérieur, mais sachez que c'est prévu. J'avais omis cette information pratique. Voilà. Alors, nous allons commencer.
Donc certaines d'entre vous ici dans la salle connaissent Genre Pluriel, d'autres connaissent iCare, d'autres peut-être encore ne connaissent aucune des deux ASBL. Donc on s'est dit qu'on allait prendre le temps un petit peu de partir d'abord de nos expériences, de nos missions, avant de voir comment elles se rejoignent au sein de l'Observatoire. Alors iCare, c'est une association qui est assez récente, puisqu'on l'a créée en 2015, avec, comme vous pouvez lire, un objet social qui touche aux questions de promotion de la santé, d'accès aux soins et continuité des soins. On a toute une série de projets que je vais vous évoquer juste après, mais on va quand même commencer sur une démarche. Donc, c'est une ASBL qui est née d'un constat, le fait que tout ce qui touche aux soins de santé soit encore et toujours dépendant de la justice a pas mal de conséquences que je ne vais pas élaborer ici. Mais on se disait, mais finalement, qui se soucie réellement des questions de soins santé prison? Et en fait, en 2012, déjà, on avait fait, c'était avant iCare, mais à plusieurs ASBL, on avait écrit un plaidoyer pour un transfert de compétences, pour le fait que la santé des détenus dépende de la santé publique et plus de la justice, qui est une vraie réforme des soins de santé. Et ce qui nous avait beaucoup marqué, c'est qu'on était allé chez le Premier ministre de l'époque présenter notre plaidoyer avec toutes ses signatures, et on avait rencontré le conseiller santé et le conseiller justice. Et le conseiller santé, pour faire court de son titre, disait « Ah, mais moi, j'y connais rien, mais je pensais que mon collègue qui s'occupe de la justice connaissait les questions de santé en prison. » Et le conseiller justice, il disait l'inverse. Et donc, on s'est dit vraiment, on est à la frontière de deux mondes qui, a priori, ne vont pas très bien ensemble, la santé et la question pénitentiaire. On dit d'ailleurs que ce n'est pas un lieu de soins. En fait, les prisons, c'est un lieu où il faut soigner, mais ce n'est pas en soi un lieu qui a pour mission de soigner. Et que finalement, il n'y avait pas beaucoup de choses qui étaient dites, qui étaient nommées autour des problématiques santé et prison. Et autant maintenant, on entend beaucoup à la radio, je pense, des questions carcérales de toutes sortes, au-delà de la surpopulation, même sur des questions de santé, autant il y a 10 ans, ce n'était pas du tout le cas. Le tout ensemble, on s'est dit, on va créer une ASBL qui va s'occuper de ça. On ne va pas faire changer le monde pour autant, mais en tout cas, on va essayer de porter notre petite pierre à l'édifice. Et ce qui nous semblait important, c'est de travailler sur le terrain, d'être au plus proche des réalités dans les prisons, mais en même temps, et c'est ce que vous voyez là à la fin, d'avoir ce statut hybride, en même temps de pouvoir travailler à des vrais changements structurels. Et donc d'associer le plaidoyer politique au travail de première ligne auprès, je veux dire vraiment des hommes et des femmes détenus, en tout cas c'est comme ça qu'on le voyait, et le tout dans une vision très globale de la santé. Donc de regarder l'espace carcéral au-delà des soins curatifs, comme est-ce que dans cet espace, la question du bien-être, de la santé globale est vraiment prise en compte? Comment est-ce qu'on peut y travailler, tant sur le point de vue individuel que sur le collectif, que sur l'environnement et que sur le plaidoyer politique? Pour ça, évidemment, il faut pouvoir tourner nos actions un maximum vers la participation du public, finalement les premiers concernés, et c'est ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, évidemment, les personnes qui sont en détention, qu'on puisse travailler un maximum avec elles et qu'on soit là autant que possible dans le quotidien, dans l'aller vers au quotidien. Alors l'aller vers, et j'ai des collègues qui travaillent ici, qui sont là dans la salle, c'est quoi? C'est ne pas attendre que les gens formulent une demande pour qu'on aille à leur rencontre. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on connaît très bien à l'extérieur. C'est pas, je vous dis pas, c'est pas une révolution. Le travail de rue, il y a beaucoup de choses qui se font à l'extérieur dans le secteur social santé pour aller à la rencontre des personnes. Mais dans le milieu carcéral, pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait, il faut que les personnes élaborent une demande et que cette demande, en plus, ils la mettent sur un papier, qu'ils l'écrivent et ensuite elle sera, j'allais dire, éventuellement traitée et ils pourront rencontrer l'un ou l'autre professionnel selon leur demande. Il se fait qu'il y a des gens qui d'abord ne peuvent pas remplir ces papiers, et puis des personnes qui ont des besoins, mais pas forcément de demande, soit parce qu'ils ont une très mauvaise expérience dans leur accès aux soins ou non-accès aux soins, soit parce qu'ils sont à un tel stade de problématiques de santé mentale ou d'estime d'eux-mêmes, etc., que ça ne vaut pas la peine de faire cette demande. Donc l'important pour nous, c'est d'aller vers les gens là où ils sont, jusque dans leurs cellules, dans les préaux, de les inviter à rentrer dans des groupes autant que possible, dans du collectif et dans du communautaire. Après, progressivement, on s'est intéressé aux minorités.
parce qu'on peut dire évidemment que tout le public détenu, par définition, évidemment, est un public qui cumule les facteurs de vulnérabilité, mais parmi ces personnes détenues, il y a des publics spécifiques qui vont encore cumuler des vulnérabilités particulières, qui font partie de ces minorités qui ne sont pas réellement prises en compte, en tout cas dans le système actuel. On l'a assez vite vu, nous, par rapport aux femmes en détention, et on va sûrement le réévoquer aujourd'hui. Plus tard, on l'a vu autour des personnes qui ne sont pas en ordre de séjour et qui sont clairement les oubliés du système. Et ça, on le voit très très fort sur Bruxelles en particulier. Et c'est seulement, et on y reviendra avec l'Observatoire, c'est bien plus tard qu'on s'est interrogé sur l'accueil, la détention en tout cas des personnes transgenres en prison. Et clairement, c'était pas du tout on n'était pas conscient de ça en commençant notre travail pour iCare. Mais j'y reviendrai plus tard. Après, on souhaite vraiment visibiliser, ça je pense que vous l'avez remarqué, et décloisonner la prison. Il y a énormément de travail qui est fait, de groupes de travail de toutes sortes, sur des questions particulières de santé. Je peux penser à des groupes sur le VIH, la santé mentale, l'hépatite C et autres. Et régulièrement, ce sont des groupes qui vont tenir compte de différents milieux de vie, mais la prison n'en fait pas partie. La prison reste un monde à part, parce que les murs sont hauts, parce que les contacts sont difficiles à établir, parce que c'est difficile d'arriver jusqu'au public, jusqu'aux personnes détenues. Et donc c'était souvent un milieu qui était à part, qui l'est toujours. Et la conséquence de ça, c'est que je pense que la prison, elle a au moins 20 ans de retard. Dans le discours des travailleurs, on l'entend régulièrement, dans ce qu'il se passe dans les prisons, on se dit mais c'est comme si les mentalités n'avaient pas évolué à la même vitesse que ce qu'on peut voir à l'extérieur et qu'il y a un vrai retard. Pas plus tard que hier, j'entends un agent pénitentiaire à qui un étudiant demande pourquoi est-ce que les couples homosexuels dans les quartiers femmes sont mieux acceptés que chez les hommes? Et sa première réponse a dit mais c'est plus joli un couple de femmes. Et là, voilà. Et donc, voilà, on était tous sourire, c'était pas le moment de réagir. Mais c'est vraiment cette impression enfin, je ne dis pas que ça ne se dit pas à l'extérieur, évidemment, hein, mais globalement, voilà, c'est mon dernier exemple, mais ces 20 ans de retard, on les ressent. Et donc, on veut vraiment, vraiment jouer un rôle aussi de ce que j'appelle la passeur de monde. Nous, on a une forme d'expertise sur le milieu carcéral, mais on n'est pas expert sur des questions particulières, des approches, des accompagnements. Et on estime que d'autres acteurs doivent absolument rentrer dans les prisons. Pour vous donner un exemple hors du cadre ici de l'Observatoire, on fait rentrer maintenant des centres de planning familial et d'autres acteurs qui ne trouvent pas le chemin en fait, jusqu'à la prison, parce que vous pouvez chercher autant que vous voulez sur Internet, vous ne trouverez pas en fait comment faire, quel contact. C'est une des problématiques actuelles. C'est déjà de voir comment on prend contact, quels sont les besoins à l'intérieur, comment on peut s'y prendre, voilà, quelles sont les règles à respecter, etc. Et donc ce rôle de passeur de monde, on estime que c'est notre devoir en tout cas de faire rentrer d'autres, et d'abord parce que nous n'avons évidemment pas toutes les compétences et c'est important de faire rentrer les autres compétences dans ce milieu. Voilà, le statut hybride, je vous en ai parlé, encore en 2 mots. Les projets, ils sont sur le terrain ancrés dans, je pourrais dire jusqu'à la semaine passée, dans 7 établissements, puisque c'était 3 à Bruxelles, Berkendal, Forêt et Saint-Gilles, plus dans des quartiers femmes à Mons, à Marche, à Lantin, et aussi chez les hommes, puisqu'on parle comme ça évidemment, de manière très, très, très binaire dans le milieu carcéral, à Jamiou. Alors les projets, c'est d'une part des projets de promotion de la santé. Donc, comment est-ce qu'on accompagne les gens pour renforcer leurs compétences en santé, en très très résumé. Et la plupart des actions menées sont nées de nos constats de terrain. Et ces constats de terrain, ils sont nés grâce au fait qu'on était, je vous parlais d'Outreach tout à l'heure, que l'aller vers nous amène jusque, quand c'est possible en tout cas, dans les cellules. Et que quand on est dans les cellules, on voit plein de choses qu'on ne verrait jamais quand on est dans un bureau, quand on est dans un parloir avocat et autres. Et donc il y a des projets qui sont nés simplement de ça. Quand vous êtes dans une cellule et que par hasard, à ce moment-là, la commande de la cantine arrive et que vous voyez arriver des protections périodiques et du papier de toilette, et que vous vous dites comment ces femmes détenues achètent du papier de toilette et des protections et à quel prix, etc., vous commencez à vous intéresser à des problématiques particulières. Et c'est comme ça qu'est née une série de nos projets, que ce soit 28 jours, le projet avec les bibliothécaires,
et autres. Je ne vais pas tous vous expliquer, sinon je vais prendre l'heure et je ne vais pas laisser Max parler. Et puis il y a d'autres problématiques comme des plaintes qui sont arrivées à nos oreilles, des personnes qui disent « mais moi, je suis allée à l'hôpital et en fait, je n'ai jamais vu le médecin tout seul ou toute seule, je suis menottée ». Le dernier là en date nous explique qu'il avait une corde autour du ventre et quelqu'un qui le tenait derrière, c'est un peu bizarre, et que jamais il ou elle, ils ont pu parler avec le médecin sans présence de la police sur place, de la DAB ou d'un agent pénitentiaire. Et donc, alors forcément, une situation, 2, 3, bon, on se dit c'est peut-être exceptionnel, et puis à un moment, on se dit mais en fait, il y a une vraie problématique derrière, on va commencer à chercher. Et c'est comme ça qu'on on n'est pas des chercheurs en tant que tels, mais on a un volet plaidoyer dans lequel on essaye en tout cas de s'appuyer d'abord sur les recherches en cours, mais aussi de nous-mêmes faire nos petites on va dire, enquêtes de terrain, mais ce n'est pas dans un but d'aller dénoncer ce qui se passerait dans les établissements, mais c'est de voir comment on peut améliorer le système et dans la mesure du possible, et ça s'améliore avec les années heureusement, en collaboration avec l'administration pénitentiaire. Et d'ailleurs, on va le voir plus tard dans la journée, c'est vraiment ça qu'on veut, c'est travailler ensemble. Mais ce n'est pas facile de travailler ensemble parce que les prisons, et je crois que ce n'est pas spécifique à la Belgique, c'est quand même un monde très fermé, très replié sur lui-même, qui ne veut pas trop qu'on vienne mettre son nez dedans, et donc ce n'est pas simple à ce niveau-là. Voilà, donc je ne vais pas vous expliquer tous les projets de terrain, mais vous dire aussi qu'on a une newsletter qui sort 2 fois par an, que vous pouvez vous abonner via notre site si vous voulez avoir accès à cette newsletter. Elle s'appelle Murmure, et qu'on a d'autres projets aussi en seconde ligne de plaidoyer, et sur lesquels on peut aussi s'appuyer sur des parlementaires qui nous aident beaucoup dans notre travail en travaillant ces questions au niveau politique. Voilà. Et enfin, je vous disais le décloisonnement. Alors ça, c'est une vue de la prison de Aare, une vue de haut. Hein. On a fait nos premiers pas la semaine dernière. Et donc, quand vous voyez un espace comme celui-là, je ne vais pas m'étendre sur Aare, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais vous voyez que voilà, c'est juste une image autour des hauts murs et la difficulté d'arriver jusqu'aux personnes détenues. Et donc, pour passer toutes ces portes, pour que Genre Pluriel aille voir les personnes qui ont besoin en fait, de l'accompagnement de Genre Pluriel, il faut que nous, on joue ce rôle de passeur de monde, de passer de la rue, vers ces hauts bâtiments dans cette méga prison, pour donner l'exemple évidemment le plus récent. Donc à ce niveau-là aussi, on estime que c'est notre devoir dans notre travail quotidien, ce qui n'était pas dans nos missions premières, hein, mais heureusement, je pense que c'est le cas de tout le monde, nos missions, notre travail, nos visions évoluent avec le temps. Enfin, une phrase qu'on aime beaucoup et qui se travaille, je pense, tous les jours avec mes collègues. Le soin est le premier geste politique, il nous permet d'habiter le monde et j'espère qu'au quotidien, on arrive autant que possible à l'incarner. Je laisse la parole à Max. Oui, donc un petit mot aussi sur Genre Pluriel. Genre Pluriel est né il y a 15 ans. Donc on vient de fêter nos 15 ans au début de notre festival. Et c'est dans le cadre du festival qu'on s'est dit à Aiker et Genre Pluriel, ça serait vraiment bien de faire quelque chose pour mettre au monde, pour exposer et faire le point sur notre collaboration, notre jeune collaboration. On y reviendra par la suite. Hein. Donc Genre Pluriel a démarré en 2007 sur le constat qu'il n'y avait pas d'association pour et par les personnes trans, genre et intersexuées et alliées d'une manière structurée et qui se professionnalise au fur et à mesure. Donc pour vous donner une idée, au tout début de Genre Pluriel, on était 3. Il n'y avait pas de salariés. Et puis, au fur et à mesure, j'ai été le premier salarié et maintenant, il y a eu plusieurs modifications de ces temps-ci, 7 équivalents temps plein, donc on est 8 personnes, 8 salariés, mais on a fait le compte pour que toutes nos missions se passent bien et qu'on puisse vraiment faire toutes nos missions, nous devrions être 15. Donc nous devrions doubler nos effectifs parce que maintenant on doit choisir. Soit on choisit tel secteur ou bien on choisit tel autre secteur. On ne sait pas tout faire à l'heure actuelle et nous courons souvent après le temps.
puisqu'on a une augmentation exponentielle des demandes, aussi bien des demandes de formation que des demandes de prise en charge psychothérapeutique ou des entretiens individuels d'information. J'y reviendrai juste après. Et donc, le constat était qu'il y avait un manque crucial d'information et de soutien et de lieux de bienveillance pour les personnes transgenres et intersexuées, et personnes genre fluides aussi. Et on a élaboré nos objectifs sur justement le soutien, sur la visibilisation. Donc, on a un côté évidemment plaidoyer, et je pense principalement à la loi trans de 2017, par exemple, et à la résolution inter plus récente, la résolution inter de 2018, 21, pardon. Oui, ça a débuté en 2018 et puis après ça a été acté en 2021. Et donc l'objectif premier, c'est la dépsychiatrisation. Donc on revient de loin et ce n'est pas encore gagné, puisque en deux mots, là, on débutait l'association avec une loi de 2007 qui a une petite piqûre de rappel. Nous étions dans une configuration que pour que les personnes transgenres puissent changer leur carte d'identité, il fallait qu'elles soient considérées comme malades mentales, être stérilisées, suivre des traitements hormonaux et subir des chirurgies génitales. Rien que ça. Donc évidemment qu'il y avait très très peu de personnes trans qui changeaient de carte d'identité. Plus ou moins, environ, il y avait même pas 1000 personnes trans qui ont changé leur carte d'identité sous la loi de 2007, pour vous donner un petit chiffre. Or, à l'arrivée de la nouvelle loi, qui n'est plus si nouvelle que ça, de 2017, il y a eu pratiquement autant de personnes sur même pas un an. Donc, tout d'un coup, il y a eu une explosion de personnes trans et donc il y a eu un petit souci au niveau de vérification parce qu'on s'est dit, il y a les procureurs du roi ont dit mais il y a plein de personnes qui fraudent. Sauf que, étant donné qu'il n'y a pas de formation, ben, ils n'étaient pas au courant qu'il y avait à peu près en moyenne 3% de personnes trans dans la population. Donc c'est tout à fait logique. Et puis il y a des personnes qui attendaient depuis 10 ans le changement de la loi, donc forcément qu'il y avait ce qu'on appelle un appel d'air. Donc, et bon, la loi de 2017 a connu un démarrage un petit peu difficile à certains points de vue. Maintenant, bon, voilà, ça suit son cours et on n'aura pas le temps de voir véritablement les conséquences et les améliorations de la loi de 2017. Ce n'est pas nécessairement le propos aujourd'hui, mais n'hésitez pas à regarder sur notre site. On a des formations professionnelles et on en parle beaucoup plus longuement dans nos formations. Et pour revenir par rapport à la psychiatrisation, le souci, c'est que nous sommes à l'heure actuelle entre deux chaises. Les personnes ne savent pas bien s'orienter parce qu'on a une bonne loi, c'est un bon message, une loi, en tout cas, la bonne base. Il y a encore des améliorations à faire, mais une bonne loi pour la modification de la carte d'identité. Donc changer le prénom et changer l'enregistrement de sexe, même si ça pose un certain nombre de problèmes, l'enregistrement de sexe. Mais bon, voilà. Mais par contre, au niveau des soins de santé, c'est une catastrophe. Pourquoi ? Parce que nos propositions à l'époque, avant l'adoption de cette loi de 2017, nous avions un volet santé qui a été refusé. Donc, la loi de 2017 ne parle pas du tout du volet santé, pas un mot. Sauf qu'il y a beaucoup de personnes concernées qui pensent que, avec la nouvelle loi, les soins de santé vont être gratuits ou remboursés, ce qui n'est pas le cas du tout. En tout cas, pas par rapport à cette loi de 2017. Ça pose énormément de soucis, puisque maintenant, toujours à l'heure actuelle, l'encadrement, le cadre médical peut toujours psychiatriser les personnes trans. Vous voyez l'incohérence de cette loi.
Et donc c'est sur ces constats-là aussi que nous avons des chemins en commun entre iCare et Jean Pluriel, en termes de qu'est-ce qui fait santé, quelle est l'information de santé que l'on doit amener au plus proche et au plus près des personnes transgenres. Et c'est vrai que le monde carcéral nous était totalement inconnu, et c'est grâce à iCare qui nous a appelés à plusieurs reprises, et on en parlera par la suite. Au fur et à mesure, on s'est dit, voilà, ok, c'était ponctuel au départ, des interventions en prison, des informations, iCare nous demandait des informations, et puis après, au fur et à mesure, on s'est dit, ouais, mais bon, il faudrait un petit peu structurer nos collaborations, et on est arrivé à l'Observatoire. Pourquoi? Ben justement aussi pour continuer nos objectifs pour tout le monde, l'accès aux soins de santé, d'une manière non discriminante. Et aussi amener l'information dans les prisons. Pour vous donner un exemple, et il n'y a pas que même les personnes trans qui font appel à nos collaborations. Je pense à une situation, c'est une femme cisgenre qui a demandé un entretien. Je suis rentrée, enfin je l'ai reçue en entretien, mais cette femme était maman d'un jeune garçon trans, et elle était en processus, elle allait sortir de prison. Et elle reprenait contact avec son enfant, et elle se disait, mais maintenant il faut que je comprenne ce qu'il vit. Et donc elle a fait appel à nous pour pouvoir comprendre et pour pouvoir accueillir et accompagner son enfant, parce qu'il y avait cette projection de sortie. Parce qu'elle voulait être, entre guillemets, à la page et pouvoir discuter et comprendre ce que son enfant vivait, et recréer le lien avant sa sortie. Donc voilà, ça a été aussi un exemple qui va même au-delà des personnes concernées spécifiquement. C'est une personne concernée parce que son enfant aussi, mais indirectement, puisque son enfant est une personne trans. Et donc ça change les mentalités. Une autre personne, cette personne-là a eu l'information grâce à sa co-détenue. Vous voyez, ça circule aussi malgré tout en prison, et ça change tout doucement, même si ça prend beaucoup plus de temps dans l'univers carcéral, mais ça change progressivement les mentalités, et c'est véritablement nos missions. Comme je vous le disais, nous avons des formations. Donc, on a des formations professionnelles, des ateliers de sensibilisation, on a diverses formations orientées selon le public. Donc, nous avons des formations plus orientées égalité des chances, des formations dédiées pour les administrations, notamment les administrations communales, la police locale. Nous avons des formations plus pour les professionnels de la santé, donc voilà, et aussi pour l'aspect juridique. Donc spécifiquement, je m'occupe des formations égalité des chances, des formations pour les communes, la police locale et ce que je viens de dire, secteur soins de santé, non? Non, les soins de santé, c'est ma collègue Aurore Dufrane et d'autres de mes collègues. Nous sommes co-responsables des deux projets. Ça m'échappe. Je viens de le dire en plus. C'est samedi. Donc, oui, pour les pouvoirs locaux. Bon, ça, j'ai déjà dit. Enfin, bon. Les juristes, voilà, merci. Non, c'était un test pour voir si vous suiviez bien. Et donc, les aspects de santé, santé sexuelle également. Donc, c'est vraiment toute une réflexion autour des formations de plus en plus spécifiques en fonction des secteurs. Les ateliers de sensibilisation, c'est également pour sensibiliser, accueillir le grand public et entre autres aussi les étudiants et étudiantes. Il y a énormément de demandes étudiants et étudiantes, des demandes de formation, des stages. Nous avons pour l'instant 2 stagiaires.
Ma collègue Aurore supervise je ne sais pas combien de TFE, de mémoires, de thèses. C'est assez impressionnant. 86. Voilà. Oh. 86. 86. Voilà. Et je pense qu'il y a un tri dans les 80. Il y a beaucoup plus de demandes que 86, évidemment. Ouais. Donc, il y a vraiment une demande et c'est extrêmement important parce que ça permet d'avoir un autre discours, d'avoir des études avec déjà des termes, des terminologies adéquats et respectueux parce que les études qui étaient faites et qui sont toujours malheureusement faites sont faites avec des termes psychiatrisants, pathologisants et donc en utilisant ces termes-là, il y a des biais énormes. On ne rencontre pas les réalités et ça ne rencontre pas la réalité des personnes trans. Pour rentrer un tout petit peu dans les explications des entretiens, donc il y a plusieurs types d'entretiens, ce qu'on appelle les entretiens psychosociaux. J'en fais principalement, il y a d'autres, mes collègues, nous sommes 8 maintenant en tant que psychologues et intervenantes où on reçoit les personnes transgenres à Bruxelles et en Wallonie, puisque une bonne partie, plus de la moitié de nos interventions se passent en Wallonie, contrairement à certaines mauvaises langues qui disent qu'on n'existe pas en Wallonie, ce qui n'est pas vrai. Donc nous avons énormément de demandes de rendez-vous sur 9 villes, donc à Bruxelles, à Tournai, à Charleroi, à Mons, à Ottignies, à Namur, à Liège et à Eupen en allemand. Et à Verviers aussi, pardon. Donc nous sommes largement présentes à Bruxelles et en Wallonie. Et dans tous ces endroits, nous avons aussi une permanence mensuelle, ce qui veut dire que les personnes peuvent venir une fois par mois nous rencontrer autour d'un verre pour discuter, pour recevoir les premières informations. C'est essentiel, l'accès de première ligne direct et le plus facile possible. Après, les entretiens psychothérapeutiques, c'est véritablement des situations bien particulières où il y a des interventions, un moment où les personnes ont besoin d'une psychothérapie, mais en ayant une certitude où ils ne vont pas être stigmatisés et que le soi-disant diagnostic sera c'est parce que vous êtes trans, en gros. Et des entretiens sexothérapeutiques également, parce que, imaginez un exemple, si la personne désire faire une chirurgie génitale, ce qui est pas nécessairement courant, et c'est vraiment une minorité des personnes trans, contrairement à ce que l'on pense. Néanmoins, si nous prenons aussi un traitement hormonal et si on désire faire une chirurgie génitale, ça peut remettre en question ou notre sexualité, ou en tout cas nos pratiques, et simplement aussi se questionner par rapport au couple. Une personne trans qui fait une transition, quid du regard que l'on porte sur le couple, quid du partenaire ou de la partenaire. Et donc c'est tout cela que les personnes peuvent, et c'est bien au-delà aussi parce que je ne suis pas sexothérapeute ou sexologue, donc si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à poser la question à ma collègue Aurore qui est là-bas. Voilà. Alors nos activités sociales, je les ai mentionnées. Nous avons aussi des groupes de parole en non-mixité choisie. Donc il y a 3 types de groupes de parole. Un groupe de parole pour les personnes transgenres et inter, un groupe pour les parentes et un groupe pour les partenaires. Pourquoi ? Parce que les questions sont différentes et c'est important d'avoir des endroits safe et des endroits où on peut poser entre guillemets des bêtes questions, où il n'y a pas de bêtes questions, mais surtout pour ne pas blesser les autres personnes. Si vous êtes un ou une partenaire et que vous avez une question, mais vraiment qui fondamentale par rapport à votre autre partenaire, ça peut blesser la personne transgenre.
Et donc, vous avez vraiment un besoin d'avoir ce lieu de bienveillance et aussi les expériences, les retours d'autres personnes, d'autres partenaires et les parents et parentes. Ben, c'est pas non plus les mêmes questions. L'atelier de féminisation, ben, comment se féminiser sans rentrer dans les stéréotypes et sans rentrer dans le sexisme. Les groupes jeunes, donc il y en a un à Tournai, à Bruxelles, il est un petit peu entre parenthèses, mais on va le relancer, et à Liège. Alors, nous fonctionnons vraiment dans une vision la plus horizontale possible. On a vraiment beaucoup de groupes de travail, et ce sont les groupes de travail qui élaborent et qui reçoivent les questions avec souvent des volontaires, des personnes concernées, des personnes invitées, notamment le groupe de travail santé. Il y a énormément d'étudiants, étudiantes qui viennent déposer la proposition de leur mémoire, par exemple, des professionnels de la santé. Le GT formation, nous discutons ensemble de la méthodologie, de l'élaboration de nos différentes formations, et après nous l'exposons au staff, qui est l'équipe de base salariée de Jean Pluriel. Et évidemment, nous avons un CA qui s'appelle OA maintenant, et l'Assemblée Générale, bien sûr, comme toute association. Le groupe média qui va se relancer, nous sommes énormément questionnés par les médias, et c'est tout un travail que nous n'avons pour l'instant pas le temps de faire, par manque de moyens, de temps et de personnes. Et le groupe de travail législation qui a fait un travail énorme à un moment pour la loi trans de 2017 et la résolution inter. Donc il est activé quand on en a besoin. Donc il n'est pas nécessairement constant. Donc certains groupes de travail ne sont pas constants, mais d'autres bien. Je vais passer les 3 heures. Ok. Bon, non, je ne passe pas ça. Je vais passer quelques slides parce que le temps passe. On est déjà très mauvais nous-mêmes pour respecter le temps. Ça va, c'est pas génial. Voilà, juste un petit mot. Alors l'image de la casserole à pression, c'est une vision santé, ça. Hein, surtout une vision sans doute réinsertion. C'est de se dire que le milieu carcéral aujourd'hui j'ai toujours du mal avec le mot accueillir, mais en tout cas va intégrer des personnes qui sont clairement, pour beaucoup, en mauvaise santé psychique ou physique, qui cumulent les facteurs de vulnérabilité, je vous l'ai déjà dit. Et puis, il y a énormément de personnes incarcérées pour fait de drogue. Et donc, on pourrait donner beaucoup d'autres critères, évidemment. Là, je vous en prends 3. Et vous les mettez dans un espace fermé, dans lequel les conditions de détention sont là, dans beaucoup d'endroits, sont en tout cas mauvaises à certains niveaux, où il y a une fracture communicationnelle importante. Je vous évoquais tout à l'heure les questions du rapport à l'écrit, et de l'absence de traduction, en fait, pour toutes les personnes qui ne peuvent pas comprendre les langues nationales. Le micro-espace pour la promotion de la santé, mais c'est sûr que c'est très opposé, en fait, l'incarcération qui ne favorise pas l'autonomie avec la promotion de la santé, qui est dans une logique de renforcer les compétences psychosociales des personnes pour qu'elles puissent elles-mêmes prendre en main, en fait, comprendre et prendre en main les questions de santé. Et clairement, on peut toujours le dire aujourd'hui, la non-équivalence de soins par rapport à l'extérieur. On attend impatiemment une réforme des soins de santé qui devrait avoir lieu en 2023. Donc le tout ensemble, c'est pour dire que la prison n'est pas un lieu de soins, clairement, et on est loin d'être les seuls à le dire, et que ce n'est pas un lieu qui permet réellement la réinsertion et qui pose aussi beaucoup de questions en matière de santé publique, puisque l'immense majorité des personnes vont sortir un jour ou l'autre de prison. Et le tout ensemble, vous voyez là, je prends une vision santé, mais on peut aussi y mettre évidemment des questions de genre, parce que dans un système où on a catégorisé, on a pensé l'incarcération en mettant les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, je ne vais pas aller en détail puisqu'on a nos chercheuses là, qui vont l'aborder bien plus que moi, et bien mieux que moi, mais où est la place de cette question de la transidentité, et de toutes les questions que ça pose à tout niveau. C'est très compliqué dans un système binaire où on doit se séparer de cette façon-là. Et c'est déjà un milieu dans lequel
je dirais en tout cas du côté des masculinités, sont vraiment exacerbées. Alors ça dépend très fort des établissements, mais il y a des établissements où c'est très très marqué, et j'entendais récemment un agent pénitentiaire qui expliquait, je pense que je l'ai noté parce que je n'ai pas tous les éléments, que c'était il fallait jamais se montrer faible en fait. Donc être agent pénitentiaire, c'est faire l'homme, mais dans le sens de tout ce qu'on peut imaginer, hein, fort, c'est-à-dire pas montrer qu'on parle avec les détenus, pas montrer qu'on n'a pas tout le temps de l'autorité, dire très fort que en fait, ce qui est mieux, c'est que les gens restent toute la journée dans leur cellule, même si on pense l'inverse. Hein, c'est tout un système où, à tous les niveaux de l'échelle, en tout cas, il faut pouvoir montrer qu'on n'est pas faible. Et alors, on le voit aussi évidemment chez les personnes détenues. Alors là, au milieu, les questions de genre, évidemment, viennent bousculer voilà, au quotidien. Et on en parlera plus tard, mais je trouve que c'est important et je voulais juste vous montrer un petit extrait. J'ai lu ça, je ne vous dirai pas l'établissement, peu importe, sur une porte d'une douche. Une douche donc, qui va être utilisée par tous des hommes dans une section. Et donc il est écrit, donc c'est tapé à l'ordinateur, donc c'est clairement des agents de surveillance pénitentiaire, mais peu importe. Merci de racler après votre douche, le servant n'est pas votre boniche. Alors le servant, pour vous traduire, c'est la personne les personnes qui vont s'occuper des repas, du nettoyage, etc. Je ne vais pas dire que c'est un travail parce que ce n'est pas considéré comme tel, c'est plutôt un défraiement que les personnes reçoivent et il n'y a pas de sécurité sociale en termes d'accident du travail et autres, donc ce n'est pas du travail en tant que tel, mais le servant, c'est vraiment un poste dans la prison. On entend moins, je pense, servante chez les femmes, bizarrement. Moi, je ne connaissais pas le terme masculin en dehors des prisons, peut-être vous, oui, mais donc c'est un terme utilisé dans tout l'établissement. Le servant, c'est un terme normal. Donc le servant, hein, celui qui nettoie les douches, entre autres, n'est pas votre boniche. Et sans analyser en détail, boniche, voilà, outre le fait que c'est très péjoratif, c'est quand même forcément une femme. Et donc, c'est le servant, n'est pas votre boniche. Donc, si on le prenait, c'est une caricature ce que je veux dire, mais on pourrait le traduire, alors j'exagère peut-être un peu, mais celui qui nettoie votre douche n'est pas votre femme, enfin quelque part, celle qui, derrière vous, va de toute façon nettoyer. Et je trouve ça vraiment terrible, en fait, de le lire très officiellement, un papier qui date déjà un peu, mais qui est là et que tout le monde trouve normal. Le servant n'est pas votre boniche. Et je trouve que dans une journée où on interroge les questions de genre, la phrase était quand même jolie. Voilà, alors... bon, l'observatoire, on y est enfin. Donc tout ça nous amène à voilà, vous amener quelques éléments sur l'observatoire. Donc dans les faits, Aiker a commencé à travailler d'abord à Berkendal, donc une prison pour femmes, en 2016. Donc on allait là pour des questions d'opportunité et voilà, d'occasion d'aller dans cette prison-là avec des opportunités financières et autres. Donc c'était pas tout à fait volontaire au début de travailler spécifiquement chez les femmes. Et petit à petit, on a rencontré des personnes transgenres. Alors moi, au début, j'allais sur le terrain, et donc je m'en souviens très très bien. La première personne, c'était un homme transgenre qui était là depuis quelques jours dans l'établissement. Il était en observation, ça date un tout petit peu, et heureusement les choses évoluent. Hein. Donc c'était, je pense, début 2017. Il était en observation en cellule pendant une semaine, ce qui n'est pas fait pour les autres personnes. Hein. Donc il ne pouvait pas sortir de sa cellule, sauf pour aller au préau, et encore il allait au préau tout seul, je pense. Et surtout, il revenait de 3 semaines d'incarcération dans un établissement pour hommes, où il en était franchement encore voilà, très très bousculé. Et ce qu'il en disait, ce n'était pas tellement du point de vue des relations avec les agents de surveillance pénitentiaire, mais c'était des autres détenus, et qu'il avait passé 3 semaines seul en cellule, mais avec des cris jour et nuit. Il était en plus au rez-de-chaussée, donc il y avait un préau juste à côté, donc il s'est fait traiter de tous les noms pendant 3 semaines, il ne savait pas dormir, on frappait sur ses murs, etc. Il en tremblait encore, et donc il avait obtenu d'être transféré dans un quartier femme, on va dire. Et donc ça m'avait beaucoup interpellée, et clairement, on ne s'était jamais posé cette question avant. Et donc c'est toujours ça aussi qui est intéressant, c'est être face à des réalités, de se dire « Wow, qu'est-ce qu'on fait en fait? Nous, on n'y connaît rien. On voit juste qu'il y a des vraies problématiques dans les vécus des personnes, dans l'accès à leurs droits les plus fondamentaux. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ?» Et dans un premier temps, grâce à l'avocate Véronique Van der Planck, on a été mis en lien, et c'était plus un appel, comme Max l'évoquait, c'était « Ah, on a une situation, est-ce que vous pouvez venir ?» On ne se connaissait pas, voilà, on bricolait comme ça. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, à un moment, comme Max le disait aussi, on s'est dit qu'il fallait structurer.
Et donc, en 2021, on a créé l'Observatoire, un grand mot pour encore bien peu de choses, hein, il faut quand même le dire. On s'est dit que d'une part, enfin, on s'est donné comme objectif, évidemment, global, c'est de réduire les inégalités, évidemment, liées au genre au sein du milieu carcéral, mais que, d'une part, il fallait visibiliser le problème. Enfin, l'existence, en tout cas, des personnes, pour ne pas dire en termes de problématiques, l'existence, la présence de personnes transgenres en prison. Parce qu'on a d'abord, évidemment, un problème de récolte de données, puisque vous êtes là selon votre carte d'identité, donc personne ne sait combien de personnes transgenres sont aujourd'hui, par exemple, incarcérées en Belgique, dans beaucoup d'autres pays aussi, je pense. Donc d'abord, il faut visibiliser. Et puis, il faut travailler évidemment aussi aux questions comment améliorer les choses et que ce ne soit pas juste à la petite semaine des arrangements pour les uns et les autres selon les situations, mais de voir comment on peut créer vraiment du changement. Et enfin, donner accès à des services spécifiques. Comme je vous disais tout à l'heure, nous, on n'est pas experts. Comment est-ce que Genre Pluriel ou peut-être d'autres peuvent aussi aller les accompagner? Et donc, l'observatoire, en fait, au-delà de l'observatoire, c'est d'abord de l'aide directe, en fait, pour des personnes. Quand on a une demande, on appelle Genre Pluriel, et au fur et à mesure, on a de plus en plus de situations, en tout cas, qui peuvent être travaillées comme ça, ou qui restent encore présents, puisque dans le quotidien, mes collègues seront là, mais pour les questions spécifiques, soit Genre Pluriel va rencontrer les personnes seules, soit même dans des co-interventions avec quelqu'un d'ICARE. Des éducateurs ou des infirmières ou des psychologues d'ailleurs. Voilà. Et donc, dans les objectifs opérationnels, on voulait aussi, au-delà de tous ces éléments-là, se dire on veut travailler avec l'administration pénitentiaire. On ne va pas travailler de notre côté, il faut travailler ensemble. On a commencé par envoyer un courrier à toutes les directions des établissements pénitentiaires, à la direction générale de la DGPI, au service psychosocial des établissements, aux services externes, enfin partout, en disant voilà, on crée l'observatoire, nous on veut travailler avec vous, on sait que ce n'est pas facile d'arriver à être juste dans ces situations. Et donc, on a envie de réfléchir avec vous. Quand ça vous arrive, appelez-nous, on réfléchit ensemble. Ça, c'est la vision bisounours. Dans les faits, on n'a eu aucune réaction, à part des services externes, comme on les appelle, les associations, on n'a eu aucune réaction et on a entendu par la directrice régionale sud des établissements qu'il y avait eu quand même des questions des directions en disant c'est quoi cette histoire, voilà. Voilà, ce n'est pas évident de créer les collaborations, mais c'était un début. Et on a su un petit peu par hasard que la Direction générale des établissements pénitentiaires travaillait aussi sur cette question, ce qui est génial, mais il fallait encore être mis en lien. Donc nous, ICARE est allé voir le directeur général et le directeur des soins de santé pénitentiaires en disant « Vous travaillez sur cette question, nous aussi, est-ce qu'on ne peut pas travailler ensemble ?» Donc la réponse a été un peu floue, oui, pourquoi pas, et tout ça, mais bon, c'est arrêté là, ça c'était il y a 1 an et demi. Et puis par la suite, Claire Hugon, ici présente, a interpellé le ministre sur le sujet. Le ministre, je ne vais pas détailler toute la question parlementaire, mais le ministre s'est entre autres engagé à travailler avec l'Observatoire. On était très contents, c'était en décembre, et puis plus rien. Voilà, c'est comme ça, ça fait partie. Et puis, grâce à Aurore Van Liefde ici présente, on a pu être en contact avec les personnes et on aura, après une intervention sur le sujet, on aura une présentation de ce que fait l'administration pénitentiaire actuellement de son côté. Mais c'est une très très belle évolution, donc on s'en réjouit. Et la suite, et on espère que c'est la suite de notre journée, c'est qu'on puisse travailler main dans la main parce qu'on est convaincus qu'on a des visions différentes sur des situations, sur des réalités et qu'avec ces différentes visions, et si possible avec les personnes concernées elles-mêmes, on pourrait arriver à une vraie amélioration dans les établissements. Est-ce qu'on ira en fin de journée avec... Non, vas-y. Donc on a élaboré quelques recommandations. Je veux juste dire une chose avant que Max les explique, c'est qu'elles sont à l'épreuve des réalités. Donc aujourd'hui, ce matin, nos recommandations, c'est ça. J'espère qu'en fin de journée, on va les améliorer grâce à tout ce qu'on va entendre sur la journée. Donc on va juste les voir vraiment dans les grandes lignes. Et vous pouvez trouver à l'entrée ce document qui est notre note en fait, sur le sujet avec nos différentes recommandations. Et par rapport à nos recommandations, mais pour vous donner une idée aussi très concrète, comme tu en as parlé justement, Vinciane, avant, les établissements pénitentiaires sont divisés en établissements hommes et établissements femmes. Eh bien, c'est pas par hasard que je vous parlais de la loi trans et du changement de la carte d'identité. Pourquoi ? Parce que si vous avez une carte d'identité homme, vous êtes dans la prison pour hommes. Si vous êtes une femme trans, c'est un problème.
Mais si vous êtes un homme trans et que vous avez changé votre carte d'identité, vous êtes aussi dans une prison pour hommes. Vous voyez, donc il y a, même avant la loi de 2017 ou maintenant, ou que vous avez changé ou pas votre carte d'identité en tant que personne trans, en gros, pour faire très court, vous risquez votre peau. Pourquoi? Parce que si vous êtes placé en fonction de votre carte d'identité, ce qui se passe en général, sauf exception, et de plus en plus, il y a une réflexion, et parfois, ça arrive vraiment in extremis. Hein, le ou la prisonnière arrive dans la prison qu'on lui a assignée, et les policiers qui amènent la personne disent « Non, non, c'est pas possible ». Et ils font des pieds et des mains pour transférer la personne vers un autre établissement. Ce qui s'est passé, j'ai eu ce témoignage-là, c'était in extremis que la personne est arrivée à Berkendal, justement. Et vous voyez, il y a une concentration à Berkendal de plus en plus de personnes transgenres, aussi bien des personnes, des personnes qui sont féminisées ou des personnes qui sont masculinisées ou en cours ou en réflexion. Et ça, c'est assez nouveau parce que ça pose un autre problème, c'est le début d'un traitement hormonal. En prison, ce n'est pas la même chose que quand le traitement hormonal est déjà installé à l'extérieur et qu'il y a un suivi à faire. Donc vous voyez, ce lien avec la carte d'identité est extrêmement important parce que ça amène toutes les premières formes de discrimination et je vous dis, les personnes risquent leur peau, surtout dans les prisons pour hommes, dites pour hommes, parce qu'il y a des présupposés cisgenres. Donc vous êtes présupposé cisgenre, et il n'y a rien qui est prévu pour les personnes trans. Alors nos réflexions, je vais peut-être un chouïa plus loin, mais nos réflexions, est-ce que c'est valable? Est-ce que la solution serait de créer l'aile pour les personnes trans? On n'a pas vraiment la réponse. Est-ce que c'est la solution? Je ne suis pas nécessairement sûre. Comment est-ce qu'on peut protéger aussi les personnes trans des discriminations fortes et énormes? On parle de discrimination, c'est des risques de tabassage, des risques de viol, on parle de ça. Hein, on parle aussi des risques si vous allez dans les douches et que vous vous retrouvez avec un coup de couteau, c'est de ça que l'on parle. C'est pas oui, rien. On peut le dire en termes de risque. On voit dans les faits qu'il y a quand même une attention croissante pour ces situations. Donc je pense qu'on doit faire attention à ne pas non plus dire la situation c'est ça aujourd'hui, dans le sens où c'est des personnes qui vont aller seules à la douche. Enfin, il y a toute une série de mesures mises en place parce qu'en fait chacun bricole, c'est peut-être ça la problématique, chacun bricole, mais il y a une vraie volonté. Enfin, voilà, je pense qu'il faut la pointer. Il y a une vraie volonté du côté de l'administration pénitentiaire de faire évoluer les choses. Et donc, on le voit du côté des directions et autres, mais tout le monde est un peu perdu. Et donc, parfois, les problématiques viennent plus soit des autres détenus, soit des agents de surveillance pénitentiaire qui ne sont pas formés, en fait, et qui sont, voilà, et qui ont beaucoup de mal dans ce domaine. Mais aujourd'hui, même si on a toute une série de témoignages, je ne sais pas moi, d'hormones sorties des plaquettes de médicaments, enfin, on a toute une série de témoignages quand même, donc je ne veux pas nier le problème, mais voilà, il y a une attention et on l'entendra tout à l'heure dans le témoignage de la directrice. Et c'est en lien avec les premiers points de nos recommandations, c'est affecter les personnes transgenres en fonction de leur identité de genre et de leur autodétermination, à condition évidemment qu'il y ait un accompagnement adéquat et sécure pour ces personnes, comme tu viens de le dire. Et forcément respecter la dignité, ça je pense que c'est valable pour toutes les personnes détenues, mais d'autant plus, si on peut le dire, pour les personnes avec une attention d'autant plus précise pour les personnes transgenres, et garantir l'équivalence et la continuité des soins spécialisés. Un exemple, et ça effectivement c'est à travailler en collaboration avec les services médicaux des prisons, et donc les formations, on appelle vraiment à ce qu'il y ait une organisation systémique des formations spécifiques et des agents pénitentiaires, mais aussi des directions. Parce que s'il n'y a pas de formation et que la direction et les directions de prison
ne sont pas conscientes des réalités des personnes trans, ben, il y aura vraiment une difficulté d'application sur le terrain. Et c'est d'une collaboration donc avec les services médicaux. Pourquoi? Parce que ben, pour le suivi des personnes trans, pour leurs traitements hormonaux, pour que les traitements hormonaux, notamment pour les femmes trans, c'est souvent du gel à appliquer tous les jours. Ça ne doit pas être un motif de punition, le retrait des hormones, parce que ça s'est déjà vu à plusieurs reprises. Alors, il y a de l'évolution, mais voilà, ça c'est vraiment extrêmement problématique. Donc, on joue avec la vie et la santé de la personne. Un coup, je te donne tes hormones, un coup, je te les retire. C'est des gestes de coercition. Ça ne va pas. Ce n'est pas correct. Et donc, l'accès spécifique aussi, quid des personnes qui veulent faire des chirurgies génitales? Pas penser. L'accès, mais ça c'est déjà aussi plus globalement, mais les personnes qui veulent faire une torsoplastie, donc pour les hommes trans, ou admettons une vaginoplastie, pour être un peu caricatural, mais les chirurgies les plus visibles, pensées pour les personnes trans, bien, il n'y a pas de méthodologie. Il n'y a pas de réflexion sur comment on va faire pour que les personnes puissent avoir accès. Le changement de la carte d'identité en prison, pas de méthodo. Est-ce que les personnes et les agents pénitentiaires savent que les personnes trans peuvent changer leur carte d'identité même si elles sont condamnées? C'est un droit. Et donc, il faut que les services population de la commune, de la prison, puissent soit venir, soit la personne mandate une personne pour aller à la commune. Vous voyez, il n'y a rien, il n'y a pas de procédure. Voilà, c'est des exemples concrets qui vous donnent un petit peu tout le chemin de collaboration que nous devons faire ensemble.